la liberté, l'égalité et la fraternité. Même ceux qui ne parlent pas un mot de français ont déjà entendu la devise de la République. Ces mots sont inséparables de l'histoire d'une nation qui a été fondée sur ces principes. Aujourd'hui, la France est tellement diverse, tellement vive et a tellement d'influence dans le monde qu'il est facile de voir ces valeurs en action. Pourtant, nous avons tous nos propres définitions de ces mots. Le concept de fraternité n'évoque pas la même réalité pour un vétéran de guerre que pour un orphelin. Alors, je veux partager mon avis sur ces idéaux. Quelles sont mes définitions de la liberté, l'égalité et la fraternité? Qu'est-ce que cela veut dire d'être libre? Est-ce simplement de ne pas être enchaîné? C'est assez rare de nos jours. Ou bien, est-ce dire ce qu'on veut dire? Dans un sens, oui. Mais à la base, la liberté est plus simple que ça. Je dirais que la liberté est le pouvoir de choisir. La notion de choix ou de libre arbitre ne fait pas que refléter la liberté. Elle en constitue le cœur même. Quand on est libre, on peut choisir comment agir, parler et surtout penser, sans peur d'être puni pour ses opinions. Bien sûr, c'est un cadeau d'avoir cette opportunité, mais il y a des gens qui l'abusent. Il y a des gens qui tuent ou qui volent. Dans un monde parfait, nous aurions tous la liberté sans peur des actions de nos voisins et aussi sans discrimination. Et cela m'amène tout naturellement au terme suivant. L'égalité, d'après moi, c'est la capacité que tout le monde a d'avoir les mêmes opportunités. C'est difficile à accomplir à cause des différences sociales, notamment la richesse ou l'insécurité alimentaire. Cependant, nous avons parcouru un si long chemin comparé à nos aïeux. Aujourd'hui, la valeur d'un être humain est reconnue dans le monde plus que jamais auparavant. Et malgré les injustices qui persistent, nous sommes aussi plus proches de l'égalité devant la loi qu'avant. La plus importante chose que nous pouvons faire aujourd'hui est de se battre pour ceux qui n'ont pas la capacité de le faire eux-mêmes. Ainsi s'ouvre la dernière partie de notre discussion. Quel terme vous vient à l'esprit à la vue de ces images? Peut-être vous pensez aux grèves ou bien aux rébellions. Moi, je pense à la fraternité. Considérez cette idée. Ces groupes ont tous décidé que quelque chose n'allait pas. Quelles que soient radicales leurs actions, ils ont compris qu'il leur fallait travailler ensemble pour achever un objectif commun. Ils se sont réunis et ils ont créé un plan pour améliorer leur société. La fraternité, c'est de se soucier pas seulement pour son bien, mais aussi le bien de ses semblables. Pour rendre une communauté plus forte que celle de ses prédécesseurs, un esprit d'altruisme doit y régner. Et quand nous sommes altruistes, la fraternité est également présente. En conclusion, nous habitons dans un monde imparfait. Il y a des guerres, des injustices, ainsi que des tristesses incompréhensibles. Mais il y a aussi une espérance inébranlable pour le futur. Cette espérance nous pousse à devenir plus empathiques envers notre prochain. Elle nous motive à trouver des solutions aux problèmes globaux. Et elle nous rassure que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui. La devise de la France n'est pas une promesse superficielle, mais une déclaration de notre responsabilité que nous avons de nous améliorer autant que possible pour la génération suivante. Avant le déclenchement de la Révolution française, une époque particulièrement marquante a émergé, celle des Lumières. Partout en Europe, des philosophes réfléchissaient en profondeur sur les grandes questions de l'existence, les moyens d'améliorer la société et le rôle de la religion. Au cœur de ce moment crucial de l'histoire, deux penseurs se sont distingués par la force de leurs idées et la vivacité de leurs débats, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Ces esprits brillants n'ont pas seulement transformé notre manière de concevoir le gouvernement et la civilisation, ils ont aussi laissé derrière eux des controverses que l'histoire n'a jamais oubliées. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais utiliser que quelques exemples pour illustrer leurs perspectives différentes. Le gouvernement. Le milieu du XVIIIe siècle en Europe ne manquait pas de penseurs qui réclamaient une refonte des structures politiques et des gouvernements. Tout naturellement, après des siècles de monarchie féodale et de domination religieuse, la population a commencé à réclamer la reconnaissance de son existence par les élites et à réfléchir aux moyens de revendiquer ses droits. Bien sûr, nos deux philosophes se trouvaient aux extrémités opposées du spectre proverbial, en désaccord sur la forme de gouvernement qui conviendrait le mieux à la société. Sur le plan politique,
Rousseau plaçait sa foi dans la volonté populaire. Selon lui, la démocratie directe constituait le meilleur moyen de résoudre les problèmes majeurs, car chaque citoyen portait la responsabilité morale de contribuer activement à la promotion du bien commun. A l'inverse, Voltaire préférait une monarchie éclairée, soulignant l'importance d'un souverain instruit, guidé par la raison et la justice. Leurs désaccords ne se limitaient pas à la politique, leur conception de la religion et leurs avis concernant la nature de l'homme étaient tout aussi opposés. La nature de l'homme et Dieu. Voltaire était un homme sceptique. Jeté à plusieurs reprises en prison pour ses opinions politiques, il se méfiait du gouvernement, de toute religion organisée et même de la nature humaine. Il croyait que les êtres humains sont imparfaits et doivent être guidés par la raison et les institutions. Pourtant, Voltaire pensait que l'humanité s'épanouit dans la collectivité et que la société est indispensable au progrès général. Rousseau n'était pas aussi sceptique de la nature humaine que Voltaire, pourtant il formulait ses propres critiques de la société, souvent plus sombres et désespérées que celles de ses contemporains. D'après lui, la société à la base est nocive pour l'homme. Malgré son innocence naturelle, l'homme devient méchant à cause de ses interactions avec la civilisation. Cette corruption vient peu à peu aller des aspects sociaux tels que la comparaison et le jugement des autres. Ces choses nous poussent à agir d'une manière toxique et dangereuse envers nous-mêmes. Voltaire se moquait de la vision de Rousseau et lui envoyait des lettres ironiques semblant de louer ce dernier pour ses opinions et théories. En retour, Rousseau a tenté d'encourager Voltaire face à sa conclusion selon laquelle le mal ne peut être un moyen du bien, en lui expliquant qu'il n'y a pas de raison de douter de la miséricorde de Dieu. Ces échanges dits amicaux, empreints d'amertume et de mécontentement, ont marqué leur relation. Jean-Jacques Rousseau et Voltaire étaient des esprits captivants et malgré leurs désaccords, leur lutte idéologique ont inspiré une génération à penser au-delà des limites évidentes. Tous deux ont encouragé chacun à remettre en question ceux qui détiennent le pouvoir et à participer activement aux capacités que nous possédons en tant qu'êtres humains. Malheureusement, on ne fait que gratter la surface de cette rivalité, mais je vous invite à trouver d'autres sujets qu'ils ont abordés et voir lesquels vous intéressent. James Berry était l'un des chirurgiens les plus brillants de son époque. Il a atteint le deuxième rang médical le plus élevé dans l'armée britannique, supervisant les normes sanitaires dans tout l'Empire. Il a contribué à une meilleure compréhension chirurgicale, notamment dans le domaine de la santé féminine. Il a réussi à pratiquer une césarienne dont la mère a survécu, la première en Afrique. C'était une personne polyvalente, accomplie et largement reconnue dans son domaine. Après sa mort en 1865, une découverte a bouleversé le monde médical. On a appris que cet homme, vénéré par ses collègues pour son travail accompli durant 50 ans, n'était en réalité pas un homme du tout. James Berry était en fait Margaret Ann Bulkeley. Comment se fait-il qu'une femme ait pu mener une vie aussi célèbre et excellente tout en gardant un tel secret? Et par-dessus tout, pourquoi? La réponse, malheureusement, est simple. Si elle avait essayé de réaliser la même carrière sans se déguiser, Margaret n'aurait jamais pu commencer ses études, encore moins changer le monde médical. Tout au long de l'histoire, les femmes à travers le monde ont été assujetties aux abus et aux inégalités par des hommes convaincus d'être leurs supérieurs. En réponse à ce traitement injuste, un mouvement s'est développé et a entraîné de profonds changements dans la société. Ce mouvement s'appelle le féminisme. Qu'est-ce que c'est le féminisme? Je promets, ce n'est pas une question de piège. Contrairement aux croyances des théoriciens du complot de l'extrême droite, le féminisme n'est pas un projet visant à permettre aux femmes de contrôler le monde un jour. Le féminisme, tout simplement, est l'effort de construire une structure sociale plus égalitaire pour les femmes comme pour les hommes. Et ce n'est pas nouveau. Je veux concentrer sur les œuvres de deux femmes qui ont fait beaucoup pour la cause féminine pendant cette section de la vidéo. Olympe de Gouges et Simone de Beauvoir. Olympe de Gouges. Née en 1748,
Son nom de naissance était Marie-Gouze, mais elle a changé après qu'elle est devenue veuve. Elle s'est mariée à l'âge de 16 ans, et quand son mari est mort, elle a juré de ne pas se remarier. Elle est allée à Paris et s'est plongée dans l'activisme civil. Olympe était une pionnière de l'abolitionnisme ainsi qu'une partisane des droits des orphelins et des femmes. Elle est surtout connue pour sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, une réponse audacieuse à la déclaration des droits de l'homme. Dans le texte, elle ne se contente pas de réclamer des droits pour les femmes, mais réinscrit les femmes dans les champs politiques, juridiques et philosophiques. De Gouges y revendique le droit de vote, l'accès à l'éducation, la liberté d'expression et une réforme du mariage. Autant de revendications qui deviendront les piliers du féminisme du 19e siècle et 20e siècle. Elle s'opposa également à l'esclavage et défendit les droits des groupes marginalisés. Son franc-parler et ses prises de position lui valurent l'hostilité des autorités révolutionnaires. Elle fut arrêtée, jugée pour ses idées et guillotinée le 3 novembre 1793 à l'âge de 45 ans. Malgré sa courte vie, elle a eu un impact immense dans la lutte pour l'égalité et elle a également influencé notre prochain sujet. Simone de Beauvoir, née le 9 janvier 1908 à Paris, est l'une des figures les plus influentes du féminisme moderne. Philosophe, écrivaine et militante, elle a consacré sa vie à analyser les mécanismes d'oppression qui façonnent la condition féminine. Son œuvre la plus célèbre, Le deuxième sexe, est un tournant majeur dans l'histoire du féminisme. Dans ce texte, elle affirme qu'on n'est né pas femme, on le devient. Une phrase devenue emblématique. Elle y démontre que la fémininité n'est pas une essence biologique, mais une construction sociale imposée par des siècles de patriarcat. Elle analyse comment les mythes, la littérature, la religion et la psychanalyse ont contribué à enfermer les femmes dans des rôles subalternes. C'était vraiment formidable d'apprendre toutes ces choses sur Simone de Beauvoir et Olympe de Gouges, comment le féminisme a commencé, entre guillemets, et l'histoire au fil du temps de son évolution. Mais vu que je suis un homme, je pense pas que c'est ma place de parler de toutes ces choses, de comment le féminisme est structuré aujourd'hui, si c'est mieux qu'auparavant. Je me suis vite rendu compte que en fait, il faut que je parle avec des femmes d'aujourd'hui. Alors, c'est ça que j'ai fait. Voilà la réponse à quelques-unes de mes questions. What roles or social expectations did you feel while growing up as a woman, if you did? I grew up religious, so the roles that I was raised to believe that I needed to have a part in was that of homemaker, wife. How did you respond to those roles? Oh, I didn't. I wanted nothing to do with them, honestly. Yeah, the religion I was raised in, it kind of felt a bit repressive for women. It kind of felt like they just want us to fit into one certain box. Like, we could have ambitions, but they had to take, they would never take top priority. That's what you were raised for, right? Yeah, like they wanted me to prepare to become a wife and mother. That was my highest calling. Je crois que j'ai toujours ressenti le rôle d'être le genre de personne qui doit prendre soin des autres. J'avais toujours eu l'impression que c'était une attente qui était mise sur moi spécifiquement par le fait que je suis une femme. Que ça soit de prendre soin des membres de ma famille, des hommes. Moi, j'ai grandi dans un foyer où mon père et ma mère se considèrent égaux, mais malgré tout, c'était très classique dans le sens où c'est mon père qui a toujours travaillé et ma mère qui a élevé ses enfants, qui est restée à la maison. Pensez-vous que les femmes d'aujourd'hui ont plus de liberté pour se définir par leur propre choix qu'auparavant? Oui et non. Oui, bien sûr, c'est évident. Maintenant, on a le droit de vote. Les femmes ont une vie professionnelle. Elles arrivent à équilibrer une vie professionnelle et une vie familiale. Absolutely, yes. I think there's still quite a ways to go, but I think now more than ever before, we do have more of that freedom. So it's definitely improved. Mais les attentes sont différentes. Il y a toujours des inégalités au niveau du travail. Je pense qu'elles sont peut-être beaucoup plus insidieuses, mieux cachées. Par exemple, j'ai eu une carrière dans la vente comme
représentante commerciale et même si c'était bien caché, il y avait toujours des inégalités par rapport aux hommes. Par exemple, j'ai travaillé pour des compagnies, des grandes compagnies, corporations de technologie. Et par exemple, dans le milieu technologique, les clients, la plupart des clients sont masculins et j'avais toujours moins de succès du fait que j'étais une femme. Donc, on pensait automatiquement que j'en savais moins que mes collègues qui étaient hommes quand il s'agissait d'ordinateurs ou de software, que forcément, j'allais moins savoir. J'avais aussi, faut pas se mentir, des inégalités au niveau du salaire. Mon salaire a toujours été moindre par rapport à mes collègues hommes. Do you know any historical feminist figures who inspire you? Ooh, there's so many. Marsha P. Johnson, for one. She's a huge inspiration to me. Je ne sais pas si on la considère comme figuriste. Oui, elle est une figure féministe. Il y a cette nonne qui s'appelle Sor Juana. J'ai lu ses écrits et c'est très drôle, c'est très intelligent et j'aime beaucoup. If you could change one thing about how society treats women, what would it be? Ooh, there's so much. If I could change one thing about how society treats women, just to see us as individuals. Like they just see us as one of two things, one or two things. You know, wife, mother, like that's just our priority. They believe that nothing is more important for a woman than raising children and being a wife. And I'm not trying to knock any woman that wants to do that. I just think that it's rather insulting to confine us to just that small of a box. It's amazing what women can do, like cis women. Like it's amazing that we can grow human beings inside of us and give birth. It's amazing, but that's not all we can do. Yeah. How do you imagine gender equality in 20 years? Oh wow! Eh ben moi, mon rêve, c'est que dans 20 ans, on ait eu une présidente des États-Unis. Voilà. Ou d'un autre super pouvoir dans le monde. Je serais curieuse de voir ce que ça change. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles d'aujourd'hui concernant leur place dans la société? Mon conseil, ça serait d'être patiente. Que le changement, ça se fait pas tout d'un coup, ça se fait pas avec violence. Ça se fait une personne à la fois, un cœur à la fois, et ça prend du temps.